Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 2 février et nous sommes en direct, comme vous le savez, tous les soirs. Nous essayons pour vous de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie, donc n'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Ayesh Khlef, vous êtes directeur de la prévision et de la prospective au sein du HCP, le Haut Commissariat au Plan. Bonsoir. Aboubakar Yacouba Barma, vous êtes journaliste au sein du quotidien économique Les Échos. Et enfin, Monsieur Mohamed Taamouti, vous êtes responsable de la direction des études économiques à Banque El Maghrib. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Aujourd'hui, je lance un message d'alerte et j'espère que le gouvernement est conscient de la gravité de la situation actuelle de l'économie marocaine et qu'il n'attend pas mes annonces. Ce n'est pas moi qui parle, bien sûr, c'est M. Ahmed Lahlimi, haut commissaire au plan, lors de la conférence de presse du 27 janvier dernier, au cours de laquelle il a présenté les prévisions du HCP pour l'année 2016, des prévisions qui dressent un tableau plutôt noir des politiques économiques, monétaires et budgétaires marocaines. Alors, sur quoi reposent précisément ces prévisions? À quoi doit-on ces prévisions en berne? Et que répondent les principaux opérateurs économiques? Comment lever les obstacles pour améliorer la performance économique de notre pays? Prévision économique 2016, des chiffres inquiétants, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, on a bien vu à travers la déclaration de M. Lahlimi qu'on est en train de sonner, enfin de tirer la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on avait anticipé sur ces chiffres? Merci donc d'avoir invité le HCP aujourd'hui. Merci d'être venu, surtout, et surtout Banque El Maghrib. C'est vrai que là, on est très heureux de vous avoir sur place. Pour expliciter nos prévisions, c'est vrai que nos prévisions, nous les ferons 2 fois par an, donc une fois en juillet, donc dans notre budget économique exploratoire. Donc à ce moment-là, on n'a pas encore une idée de la loi de finances et de ce qui va être adopté par le gouvernement. Donc on fait une prévision exploratoire de l'année qui vient. Et une fois la loi de finances est adoptée dans le Parlement, donc on révise nos prévisions. Donc au mois de juillet dernier, donc, nous avons fait une prévision de 2,6% de croissance économique en 2016. Mais maintenant, une fois l'année, ça se voit que l'année agricole, donc ça se voit qu'on s'achemine vers une année agricole qui n'est pas bonne, donc ce qui va impacter la croissance économique, bien sûr, en 2016. Donc c'est pourquoi on a révisé à la baisse notre croissance économique pour 2016 à 1,3%. Ça sera la prévision de croissance pour 2016, 1,3%. Alors on verra dans quelques instants, bien sûr, qu'est-ce qui se cache derrière la croissance, parce que c'est bien beau de parler de croissance, mais c'est bien de revenir sur les fondamentaux et de savoir que finalement, comment on calcule la croissance, sachant que dans un pays comme le nôtre, le taux de croissance était pragmatique, parce qu'on prend en considération la part de l'économie informelle. Monsieur Taamouti, par rapport à vous anticipiez, là je vous pose vraiment la question par rapport à votre ressenti. Bonsoir d'abord et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on anticipait? Je vous répondrai bien sûr que oui. On voyait tout ça venir. Depuis 2012 déjà, on commençait à voir que il y a quelque chose qui cloche. Si vous prenez déjà en juin, ou plutôt en juillet dernier, si vous prenez le rapport de la Banque centrale, dans le message qui est adressé à Sa Majesté, c'est un rapport qui est présenté par le gouverneur à Sa Majesté, et ben c'était une alerte. On avait tiré la sonnette d'alarme. Il y a quelque chose qui cloche dans l'économie. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de stratégies, beaucoup de plans à gauche et à droite. Mais l'élan qui était attendu pour qu'on passe à un nouveau palier de croissance n'était pas visible. Au contraire, on voyait qu'on s'enfonçait. Et donc tout doucement, les prévisions de croissance les unes après les autres se révisaient à la baisse. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le HCP qui sort. Demain, on va réviser. Le CMC l'avait fait avant. Mais tous les indices le montrent. On est dans une situation un peu singulière. On s'améliore sur beaucoup de choses, sur les équilibres. L'inflation est maîtrisée. La liquidité, on va avoir même des excédents de liquidité en 2016. Ce qui n'est pas si bon en soi. On va expliquer pourquoi. Oui, ça veut dire que l'argent existe. Mais les deux indicateurs phares d'une économie, c'est la création de richesse, qui est le PIB, le produit intérieur brut, et l'emploi.
L'emploi, c'est la redistribution des revenus, c'est la cohésion sociale. Et bien, sur ces deux indicateurs-là qui sont les principaux, et ben, les choses ne vont pas bien. Aboubacar. Si le HCP et la Banque centrale l'ont dit, donc c'était prévisible. En réalité, c'est vrai, c'était attendu depuis juin dernier. Avant même le début de la campagne agricole, on savait que cette année, la croissance marquera un pas. Maintenant, et c'est là toute la question, c'est l'amplitude de cette décélération. De 2,6% à 1,3%. L'année passée, je me rappelle bien, au tout début d'année, il y a des institutions... On diminue quand même de moitié. Hein. Oui, mais alors qu'il y avait des institutions qui étaient un peu optimistes. En fait, c'est ça, par exemple, la Banque mondiale et le FMI étaient jusqu'à prédire 4% ou 4,5% de croissance en 2016. Parce que c'est ce qu'on voyait au niveau mondial, au niveau des pays émergents. Et c'est là où ça clochait, parce que c'était attendu qu'avec la hausse des exportations, le rééquilibrage des équilibres macroéconomiques, qu'il y ait un effet d'entraînement qui permettrait d'atténuer, comment on appelle ça, la baisse du PIB agricole. Or, c'est la décélération vient même de ces, comme vous l'avez démontré, et c'est là où ça cloche. Donc, il n'y avait pas eu l'effet d'entraînement, il n'y avait pas eu d'atténuation. C'est l'amplitude, en fait, de descendre jusqu'à 1,3%. Bien que c'est des croissances de début d'année. On est qu'au mois de janvier. Et comme l'a dit le haut-commissaire, c'est pas encore fini. La Banque mondiale aussi, le représentant de la Banque mondiale était récemment en conférence à Casa. Ils ont dit qu'ils vont attendre jusqu'au mois de mars pour voir l'évolution de la situation pluviométrique. Et peut-être d'ici là, on risque encore dans les 6 prochains mois de réviser encore ces 1%. C'est tout au plus, c'est pas alarmant, mais c'est un peu le scénario catastrophe. On risque peut-être de frôler les 1% à condition que la pluie s'installe jusqu'au mois de mars pour attendre. Est-ce que vous avez l'oreille du gouvernement? C'est-à-dire que quand on tire une sonnette d'alarme, c'est quand même pour qu'il y ait un relais en termes d'action concrète de la part du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris la mesure de la situation? Déjà, on voit avec la sécheresse, donc, et on a sonné la sonnette d'alarme, donc avec les orientations de Son Majesté le Roi, donc pour essayer un petit peu de sauver l'année agricole, donc avec une contribution de 5 milliards de dirhams, donc pour essayer un petit peu de sauver l'année agricole, c'est bien. Donc ça va en quelque sorte alléger l'effet de la sécheresse sur l'agriculture. Pour revenir à cette question aussi de croissance économique, nous, au commissariat au plan, donc ça fait longtemps qu'on disait que le non agricole, donc il y avait un problème. Donc il y a une décélération de la croissance du non agricole. Parce que finalement, ce qu'il faut dire, ça va nous revenir sur la définition de la croissance. Bien sûr, l'agricole, ça on le sait, ça contribue à hauteur de, allez, bon an mal an, entre 9 et 12% l'agriculture au PIB de notre pays. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est dans le non agricole qui a quand même un malaise. Oui, c'est une décélération qui se voit parce que le non agricole qui faisait dans les alentours de 5% dans le début des années 2000, maintenant 2%, il est dans une moyenne de 2% de croissance économique. C'est déjà, ça se voit qu'il y a une décélération qui est très, très importante. Et en parallèle, donc ça se voit aussi la demande intérieure qui était un moteur de la croissance économique. Elle a connu aussi une décélération qui est très importante maintenant avec une demande intérieure qui croît avec 1,7%. Donc sa contribution à la croissance économique n'est plus la même comme c'était auparavant. Pour revenir à une chose qui est très importante pour nous, sur laquelle on a beaucoup aussi insisté, c'est le problème de financement de l'économie. D'accord, on a dit qu'il y a vraiment un problème de financement de l'économie parce que lorsqu'on voit qu'il y a une accumulation des réserves internationales qui est maintenant dans les environs de 224 milliards de dirhams, et en parallèle avec des taux de croissance du crédit bancaire qui ne dépassent pas les 2-3%, donc il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y a un financement de la croissance économique, en particulier de la demande intérieure. Alors on va y revenir, on va parler notamment parce que Banque El Maghreb avait d'ailleurs annoncé une prévision de croissance de 0,5% du crédit pour l'année 2015. On ne parle pas de 2016, de l'année 2015, qui était au plus bas niveau depuis, on va dire, 2007. En 2007, on était à peu près à 27,5%, juste pour qu'on fasse une comparaison. On va l'expliquer pourquoi. Avant qu'on aille là-dessus, est-ce qu'on peut juste parler, voilà, lorsque je voulais juste que les gens qui nous regardent
on revienne sur le fondamental de la croissance. La croissance, comment on calcule cette croissance? Je vais vous poser la question. Ça a l'air tout bête, mais dans un pays comme le nôtre où l'informel est extrêmement présent, l'informel est pris en compte, comment on calcule cette croissance? La croissance économique, c'est la variation de notre produit intérieur brut. C'est la richesse créée en une année. Donc lorsqu'on passe d'une année à l'autre, notre croissance économique, ça reflète notre vitesse de création de la richesse. Et donc, le PIB, qui est le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées créées dans l'économie en une année. Donc, lorsqu'une passe d'une année... Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, c'est pour ça que j'insiste bien sur l'informel qui est pris en considération. Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, on a un curseur qui est le curseur fiscal, où on sait, voilà, on connaît les rentrées fiscales d'un pays qui nous permettent d'avoir un niveau. Comment on intègre, finalement, l'informel qui crée de la richesse aussi? Oui, tout est introduit. Lorsqu'on parle du produit intérieur brut, donc la richesse créée en année, c'est la richesse qui est créée par que ce soit le formel ou l'informel. Donc, dans le commissariat au plan, donc dans la comptabilité nationale, donc on prend en considération, il y a une estimation de la contribution de l'informel à la création de la richesse. Donc lorsqu'on parle du produit intérieur ou bien la valeur ajoutée globale, c'est toute la valeur ajoutée qui est créée en une année. Tout à fait. Je voudrais juste confirmer ce que disait Serlaf, c'est qu'effectivement, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, l'informel est inclus dans la croissance. Le HCP réalise des enquêtes sur le secteur informel, donc on a une connaissance du secteur, on a un suivi de l'emploi dans l'informel. Donc il y a des indicateurs qui permettent de suivre l'informel et de l'intégrer dans la croissance, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Moi, si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur la croissance. Est-ce qu'il y a une alerte? Parce que quand même, il y a quelque chose d'important à préciser. Les signes ne sont pas d'aujourd'hui. Vous savez, avant 2008, on avait une croissance non agricole, si je prends la moyenne par exemple 2000-2008, on tournait autour de 5,6%. Donc dans le non agricole. Non agricole, bien sûr. Oui. Et donc même en cas de mauvaise année agricole, ça camouflait. Donc on arrivait à... Oui. Qu'est-ce qui arrive? Déjà en 2009, on avait une croissance non agricole très faible, de 1,2 à peu près. Mais globalement, on avait une année exceptionnelle et les gens disaient qu'on était résilient à la crise économique et financière internationale. Ce n'était pas le cas. En fait, c'était le premier signe. Et puis 2010, 2011, mais à partir de 2012, c'est la dernière année où on a une croissance en agricole qui était de 4,7. 2013, si je vous donne les chiffres, on était à 3%. 2014, 3,1. 2015, on sera dans les 3%. C'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière qui se dessinait. Il y avait une fragilisation de l'économie, il y avait un relâchement du rythme du non-agricole qui se dessinait depuis longtemps. Et le problème maintenant, c'est que même pour les 2 années à venir, 2016 et même 2017, on ne voit pas de retournement de situation. Donc les signes précoces de ce qu'on voit maintenant étaient là. Et les prévisions le montraient, les réalisations le montraient, sauf que les gens, ce qui arrive, c'est qu'on avait des fois de bonnes années agricoles, mais on est très fragile. On l'a souligné dans le rapport annuel de l'année dernière, c'est que maintenant, avec un rythme autour de 3%, c'est la pluie qui fait la pluie et le beau temps. Oui. Prenez 2012, on avait une mauvaise année agricole, on était à 2,7. 2013, une bonne année agricole, on était à 4,7. 2014, mauvaise année, 2,4. 2015, bonne année, on va se à 4,4 ou 4,5. Mais l'année prochaine, il n'y a pas de pluie, on va retomber. Et l'année 2017, on ne sait pas. Donc, il y avait tout ça bien avant. Ça, c'est important à préciser. C'est pas ça veut dire l'économie, c'est pas du jour au lendemain, oh paf, on est en alerte. Non. Les signes précurseurs sont là depuis un bon moment. Oui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ne raisonne pas d'année en année, finalement. Ou que ce soit au HCP ou que ce soit au Banque Marie, on raisonne, la prospective, elle est beaucoup plus longue que la lecture, c'est pas une histoire de déclencher une alerte à un moment donné, mais il faut regarder ce qui se passait, les signes étaient là. Effectivement, les signes étaient là. Pour revenir au truc de la croissance, aujourd'hui, dans la conjoncture mondiale, en fait, la croissance aussi est un indicateur par excellence de la santé financière d'un pays. Donc, plus vous avez un taux de croissance soutenu, durable et inclusif, plus vous avez la confiance des investisseurs. D'une manière générale, si on prend ça, on parlait de résilience de l'économie marocaine, c'était comparé aux pays voisins. Même dans ce cru, c'est vrai, c'est pas le même pays, comparaison n'est pas raison, mais avec 1,3%, c'est un exemple que je donne. Par exemple, pour les pays développés, c'est un bon cru. Mais pour des pays comme le Maroc, on dit qu'il faut en moyenne 7 à 8%, puisque c'est des pays en transition économique, des pays, comme on dit, qui sont en transformation structurelle. Donc,
cette évolution en dents de scie reflète des signes d'essoufflement du modèle économique. En clair, quand les experts parlent des signaux envoyés, c'est que peut-être il y a quelques alertes sur le modèle suivi. Il faut des inflexions, peut-être, le HCP a appelé, bien sûr, c'est une recommandation, mais quand même, les signaux qu'on dit, c'est ce qu'on interprète aujourd'hui comme, on appelle ça comme des signes d'essoufflement du modèle de développement économique du Maroc. Donc voilà, parce que le problème est qu'on a lancé des projets qui ont quand même permis au pays d'avoir des fondamentaux solides. Et peut-être si on a tenu face à si le Maroc a tenu face à la crise, il y a ça aussi, les plans sectoriels lancés et tout, sauf qu'il n'y a pas une meilleure coordination, alors qu'entre-temps, il y avait de nouveaux défis. Il y avait des défis comme l'emploi, il y avait des défis socio-économiques, il y avait des défis de disparité sociale et territoriale. Il y avait de nouveaux défis, surtout à la suite du printemps arabe. Donc, du coup, il fallait un peu, dans le contexte aussi mondial qui a connu une crise, le modèle d'ouverture de libération, c'était bien, mais il fallait, je crois, réviser quelques tendances. Justement, c'est qu'on on a parlé de réforme économique. En fait, la situation de cette année me rappelle celle de 2012, un peu, aux élections. C'est-à-dire où les indicateurs étaient au rouge et il y a consensus. Il faut agir. Il faut agir. Il y a une feuille de route que n'importe quel gouvernement va appliquer. On est dans cette même conjoncture. Aujourd'hui, il y avait des signaux, comme il en dit depuis des années, mais aujourd'hui, il faut agir. On ne peut rien y faire. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. On sait qu'on est dans une année législative qui va être une année clé aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs titré dans votre quotidien « L'État appelé à la barre ». Donc en gros, c'est fort quand même comme titre. On met le gouvernement au pied du mur, devant ses responsabilités. Effectivement, en parlant d'État, le titre a été bien choisi, pas le gouvernement, mais plutôt l'État. Ça veut dire le gouvernement. Sauf que, comme en 2012, lorsqu'il y avait eu la nécessité de faire des réformes, qu'on a sollicité le FMI, qu'on était presque à un programme d'ajustement structurel, il y avait une feuille de route. Le gouvernement de Benkinan était venu avec une feuille de route. Il faut rééquilibrer les indicateurs macroéconomiques. C'était d'ailleurs inscrit dans la Constitution, parce qu'ils sont dégradés. Et aujourd'hui aussi, tous les experts parlent. Il faut que l'État agisse. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour un peu revoir ce modèle. Pourquoi, avec tel taux d'investissement public, on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi, alors que les exportations augmentent, on dit que les métiers mondiaux, ça marche bien, la hausse des exportations, ça se voit. Mais par contre, la contribution de la demande extérieure va être aussi négative, tout au plus un point. Alors, donc, justement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en gros, là, on a quand même assisté à la mise en place de plans sectoriels, vous l'avez dit vous-même, les métiers mondiaux du Maroc, on est quand même passé, l'automobile est passé devant les phosphates en termes d'exportation, il y a l'aéronautique qui est en train de prendre sa place, les métiers de l'offshoring, bon bref, un ensemble de plans sectoriels. Ça suffit pas, ça, aujourd'hui? Parce que là, ce qui est quand même frappant, c'est de voir que c'est le non-agricole, et c'est là-dessus qu'il faut bien mettre le curseur, c'est que le mix économique, si on peut l'appeler ça comme ça, il est encore trop basé sur l'agricole. Le problème, c'est pourquoi nous, on a insisté beaucoup plus sur le non-agricole. Donc, c'est vrai que l'agriculture, ça reste plus ou moins impacté par les conditions climatiques. Donc, il y a encore cette fragilité. Parce que ça, on connaît les impacts, on sait très bien prévoir, on a la base d'expérience. Voilà. Donc, le problème, c'est dans le non-agricole. Et donc, dans le non-agricole, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a maintenant les métiers mondiaux, donc l'automobile. Mais quel est leur impact sur les autres secteurs industriels? Donc, c'est là où il y a le problème. Donc, quel est l'effet d'entraînement des secteurs nouveaux sur l'économie nationale? Donc là, c'est là où il y a un problème. Donc, ça veut dire c'est comme s'il y a une déconnexion entre lorsqu'on voit que le secteur de l'automobile, par exemple, il croît à 2 chiffres l'année, alors qu'en parallèle, la valeur ajoutée globale, qui est le PIB, ne croît pas au même rythme. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre les deux. Vous voyez, c'est donc l'effet d'entraînement des secteurs sur l'automobile. Et on parlait, donc, pour revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème de financement de l'économie. Parce que c'est très important. Parce que surtout, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer entre le court terme et le long terme. Donc le court terme, ce sont les politiques macroéconomiques qui jouent et qui déterminent la croissance économique. Donc c'est pourquoi il y a la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc maintenant, si on voit par exemple dans les pays développés,
allez voir comment le rôle que joue par exemple le Federal Reserve aux États-Unis, le BCE en Europe. On essaye de donner beaucoup d'argent, essayer de réduire les taux des crédits pour essayer de booster la demande intérieure et donner une énergie à l'économie. Bon, le Maghreb qui vous regarde. Hein, bien sûr. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que nous avons une politique monétaire qui a son impact par le crédit. Donc, le credit channel, ce qu'on appelle un credit channel. Ça veut dire que le crédit doit fonctionner pour dynamiser l'économie. Donc, il y a un problème. Je parlais du secteur des métiers mondiaux, de l'automobile par exemple. Je vais juste vous arrêter parce que quand même la Banque Le Maghreb a son mot à dire sur le crédit, le financement de l'économie. Je l'ai dit tout à l'heure, on est à une année qui est la plus basse en termes de croissance du crédit, à 0,5%. Je rappelais juste le chiffre de 2007, on était à 27,5%. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a de la surliquidité. On n'est pas encore sur liquidité ou à la liquidité suffisante? Ça sent bien. Hein, ça sent bien. Oui, parce qu'on a eu des époques où on avait vraiment de la surliquidité. Comment faire comprendre aux gens qu'on dit, mais il y a de l'argent, mais cet argent n'est pas insufflé dans l'économie, il n'est pas insufflé dans la création, dans l'investissement, dans l'innovation, Pourquoi? C'est une question très importante, effectivement, et c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Effectivement, nous sommes dans une situation où il y a de la liquidité, Banque Le Maghreb injecte des liquidités pratiquement à volonté, il y a des réserves. Les taux d'intérêt sont les plus bas historiquement. Si vous prenez le taux directeur qu'on a actuellement de 2,5, c'est le plus bas historiquement. Si vous prenez les taux débiteurs, les taux auxquels les banques prêtent, c'est les plus bas historiquement. Si vous prenez l'évolution du crédit par contre... Juste pour vulgariser encore une fois, 2,5%, c'est-à-dire que les banques qui achètent de l'argent l'achètent à 2,5%. Exactement, les banques qui viennent chez nous, ils achètent de l'argent à 2,5%. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez le crédit qui évolue. Bon, on finit l'année finalement avec 2,5, à peu près 2,5-2,7%, mais ça reste aussi un plus bas historique. Et d'un autre côté, nous avons, comme j'ai dit, les réserves qui augmentent, nous avons même les dépôts qui augmentent. Alors, évidemment, c'est une question, pourquoi il n'y a pas de crédit? Nous parlons aux banques tout le temps. Nous avons des enquêtes qui nous permettent de voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté des banques. C'est très simple. C'est une situation où il y a de l'incertitude, où il y a de la non-visibilité, où il y a une sorte de comportement de wait and see. J'attends et je regarde. Quand on va chez les banques... C'est très symptomatique des années législatives, ça aussi, non? On avait vécu ça, oui. Comme j'ai dit, ça a commencé un peu avant. Vous voyez venir ceci. Déjà, je crois, en 2013, dans notre rapport annuel, on avait attiré l'attention sur ça, sur cette attitude de attendre et regarder. Quand on va chez les banques, ils vous disent, mais moi, je cherche des clients. La dernière fois, le 20 janvier, la Banque centrale a pris l'initiative de mettre, c'est une situation inédite dans l'histoire du Maroc, le gouverneur a appelé les patrons des entreprises et les patrons des banques pour se parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? En fait, ce qu'on comprend, évidemment, quand on dialogue, les choses vont un peu mieux. Mais au-delà de ceci, on est dans une situation un peu difficile. Il y a un attentisme de la part des opérateurs. Les gens n'investissent pas. Les banques se plaignent, ils vous disent qu'on n'a pas de demande. Évidemment, il y a un peu de resserrement du crédit dans certains secteurs, dans certaines branches. Si vous prenez la promotion immobilière, c'est risqué, peut-être les banques serrent un petit peu. Mais de manière générale, il n'y a pas de dossier d'investissement crédible chez les banques. Et c'est inquiétant. C'est pour cela que la Banque centrale a pris cette initiative de rassembler les gens. Nous essayons aussi de voir, par exemple, dans cette situation, il y a l'auto, comme je dis, l'auto directeur qui est au plus bas historique de 2,5. Il y a l'auto de réserve obligatoire, parce qu'il n'y a pas que l'auto directeur. Il y a l'auto de réserve obligatoire. La Banque centrale l'a ramené de 17% à 2%. Et en plus de ça, la Banque centrale est partie sur des programmes non conventionnels. Nous avons en 2012 déjà, parce qu'on voyait des choses venir, en 2013 et en 2014, il y a un programme qui a été mis sur place qui disait aux banques, donnez de l'argent aux TPME, je vous donne tout l'argent que vous donnez. Et pas seulement pour une semaine, parce que l'argent qu'on donne pour une semaine, à 2,5%, c'est de l'argent pour une semaine. On a dit aux banques, on vous donne l'argent pour un an. Donc, c'est inédit, ça? Oui, c'est un programme inédit. C'est même une mesure, ce qu'on appelle une mesure non conventionnelle des banques centrales. Je peux m'étaler sur ça. On a mis en place avec la CCG, par exemple, un programme pour un fonds de garantie, pour garantir les prêts. Donc, énormément de programmes pour déclencher un retournement de situation. Ce n'est pas évident. Donc, nous mettons de la pression. Maintenant, je reviens à l'histoire de la Fed à la zone euro. C'est le bon exemple.
Prenez d'abord la Banque du Japon, ou la Banque Centrale Européenne, ou la Fed. Ils ont injecté des milliards de milliards. À combien évolue le crédit dans la zone euro? On n'arrive pas à 1%. Ça veut dire, les gens s'attendent à ce que les banques centrales... C'est pas évident. Quand l'économie va mal, l'économie réelle va mal, quand il n'y a pas de demande, vous avez beau dire, voilà de l'argent, investissez, vous dites, non, non, moi je préfère être prudent, je préfère garder mon argent. C'est ça ce qui arrive. Et la Banque centrale européenne est le bon exemple. C'est des milliards d'injections, c'est des taux même négatifs dans la Banque centrale européenne. Lorsque vous ramenez votre argent, c'est du négatif. En fait, justement, par rapport à cette crise du crédit, à cette crise de la demande intérieure, de la demande extérieure, c'est ce que j'appellerais les paradoxes de l'économie marocaine. Justement, c'est ça, les signes qui alertent. C'est-à-dire, c'est sur le secteur industriel, le secteur... partout, il y a le besoin. Par exemple, pour ce qui est de la liquidité, et tous ces programmes pendant ces 4 ans avec le FMI pour rééquilibrer les indicateurs macroéconomiques, la marge faite sur la caisse de compensation, tout l'argent que le gouvernement a économisé, et aussi la tendance sur les marchés internationaux, un peu une relative reprise. Mais c'est l'impact sur la croissance qui n'arrive pas encore à être enregistré. C'est ça le problème. La consommation des ménages, aujourd'hui, l'indice de confiance des ménages, pour cette nouvelle année que le HCP vient de publier aujourd'hui, le matin même, on a vu que l'année 2015 s'est terminée sur une note relativement satisfaisante des ménages. Ils commencent à quoi? Ça s'explique parce qu'il y avait une bonne campagne agricole. Mais pour les prochains mois, il n'y a pas de visibilité. La même chose, l'enquête de conjoncture auprès des opérateurs industriels qui n'ont pas de visibilité, qui ont toujours ces problèmes. La preuve, ils disent carrément que le climat des affaires est défavorable, contrairement à tous les points gagnés dans le doing business. Donc c'est ça le paradoxe en fait. Les fondamentaux sont là, mais il n'y a pas l'effet d'entraînement dans la croissance. Parce que le financement, c'est quand même aussi... On va parler des PME, parce que lorsque vous nous parlez, vous avez vu, vous mettez les banques en face des entreprises, on est quand même dans un tissu qui est essentiellement composé de PME, on le répétera jamais assez, et là le financement des PME, il y a quand même le bas qui blesse, hein, même s'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais rebondir un petit peu ce qui a été dit, donc problème de paradoxe et problème en fait de crédit. Donc pour dire que, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, donc il y a le court terme et le long terme. Et donc le court terme, c'est un petit peu, ce sont les politiques macroéconomiques qui doivent dynamiser l'économie. Donc il y a la politique monétaire avec nous, malheureusement il n'y a pas la politique budgétaire aussi avec nous, parce que le problème pour nous, c'est un problème de dosage de politique macroéconomique, de policy mix. Okay? Donc, c'est ça notre problème, c'est comment doser la politique macroéconomique pour booster la croissance économique. Lorsqu'on prend, par exemple, la politique budgétaire, il y a beaucoup plus un souci de réduire le déséquilibre macroéconomique. Okay? Donc, pour réduire à un taux de 3%, on ne sait pas pourquoi un 3%, parce que même théoriquement, dans l'économie, il n'y a pas de 3% en économie. Donc, c'est quelque chose de pratique. Si l'Union européenne l'a fait dans son accord de Maastricht, c'est pas pour nous un pays en développement qui a encore besoin d'aller vers des déficits plus grands pour essayer de dynamiser l'économie. Donc lorsqu'on voit ce qui se fait donc, dans la politique budgétaire, donc il y a une baisse, une baisse de la compensation pour essayer de rétablir l'équilibre macroéconomique, donc une baisse de la compensation qui a essayé un petit peu de compenser la baisse des recettes fiscale, parce qu'il y a une baisse des recettes fiscales, ça en pourcentage du PIB, et en même temps, on a essayé de maintenir un taux d'investissement parce qu'on a profité de la baisse de la subvention des produits pétroliers. Donc, et avec un souci de réduire le déséquilibre macroéconomique. Donc, un déséquilibre, que ce soit le déséquilibre intérieur ou extérieur, donc avec aussi un déficit de la balance de paiement qui passe à 2,5%. Donc, avec une baisse c'est beaucoup plus lié aussi à la baisse des prix de la facture énergétique. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a le problème. Donc, la politique budgétaire, donc pourquoi? Parce qu'auparavant, on donnait des crédits, beaucoup de crédits, donc qui évoluaient à 2 chiffres, parce qu'il y avait le bâtiment qui va bien. Donc, on a canalisé le financement vers le bâtiment. C'est pourquoi le secteur bancaire... Va, tout va. Voilà, mais on n'a pas que le bâtiment. Donc, on a l'industrie. Donc, ce qu'on a fait dans notre étude sur l'accumulation du capital physique, on a démontré comme quoi on est encore loin de l'accumulation du capital physique dans les secteurs productifs. Donc, si on a beaucoup investi dans l'infrastructure, si on n'investit pas en parallèle dans le productif,
Donc on ne va pas créer de la richesse et on ne va pas créer de l'emploi. Donc c'est ça le problème maintenant du Maroc. Alors donc, on parlera des PME, on parlera aussi de l'inflation, hein, parce que si l'Ahlami est inflationniste, on peut parler comme ça dans ses positions. On verra de quelle manière l'inflation est maîtrisée, elle est basse, mais est-ce que c'est bon pour l'économie, comme on l'a expliqué? Ça aussi, on fait une petite pause, on se retrouve juste après. Les pronostics du Haut-Commissariat au plan pour l'année 2016, ces chiffres sont-ils inquiétants? En tout cas, on essaie d'expliquer, voilà, on comprend comment notre économie est formulée, ou en tout cas, elle est soumise à différents leviers. On parlera des différents points d'inflexion qui doivent être insufflés pour changer la donne. Alors, on va parler du financement des PME, on va parler de l'inflation. J'ai juste une réaction de Fatima sur Twitter qui nous dit qu'elle pense que cette année sera plutôt une année de vérité, car elle va nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que la stratégie Plan Maroc Vert, après 8 ans après son lancement, a réussi à libérer suffisamment la croissance du PIB, de la production céréalière et donc des aléas climatiques, et ainsi faire du secteur agricole un des leviers du développement socio-économique national? C'est vrai ça? C'est l'année de vérité, mais finalement à travers vos prévisions, on ne va pas devoir attendre l'année de 2016 apparemment pour vérifier ce que nous dit cette téléspectatrice. non, c'est vrai, parce que déjà, parce que la dernière décennie, elle a connu beaucoup des années, de bonnes années agricoles avec les conditions climatiques. Donc on n'a pas cessé de dire que le non agricole, il y a vraiment une décélération de la croissance. Donc maintenant, c'est beaucoup plus, ça va apparaître en 2016 beaucoup plus clairement que le non agricole, il y a des problèmes. Pour le plan Maroc Vert, donc, pour le moment, on ne peut pas dire quel est encore son impact, parce qu'on n'a pas encore les données sur le plan Maroc Vert. Et d'ailleurs, une telle stratégie, ça ne va pas donner ses fruits dans le court terme, c'est beaucoup plus dans le long terme. Petit point là-dessus, juste avant qu'on repasse au financement. Vous aviez posé la question tout à l'heure, est-ce que toutes les stratégies sont suffisantes? On aimerait bien. Oui. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que... Il n'y a pas d'élan. Pour le moment, hein, j'espère peut-être que d'ici quelques années, mais on en a besoin maintenant. Ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit les choses descendre un petit peu sans que toutes ces stratégies sectorielles nous montrent leurs résultats pour le moment. On parlait d'automobile. Effectivement, l'automobile, ce n'est pas la valeur ajoutée qui augmente, c'est le chiffre à l'export qui augmente. Oui. Maintenant, quel est l'impact sur l'économie? On ne le voit pas. D'ailleurs, si on prend l'industrie globalement, on ne voit pas vraiment qu'il y a malgré la volonté de développer des écosystèmes avec des sous-traitants. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas ici. Est-ce qu'il faudrait attendre combien? Je ne sais pas. Mais dans les chiffres, on ne voit pas encore l'élan de ces stratégies. C'est pour cela que moi, je pense qu'au-delà du court terme, ce que disait Serklef, effectivement, la politique monétaire, la politique budgétaire peuvent jouer un rôle important à court terme. Mais je pense, comme je disais au départ, qu'on voyait les choses venir, ce qui veut dire que les solutions ne sont pas seulement des solutions de court terme. Les solutions, c'est dans les choses de long terme, c'est dans les réformes structurelles. Ça fait quelques années qu'on voit cette décélération. C'est pas aujourd'hui, encore une fois, je le répète. Et c'est là, nous, en tout cas à la Banque centrale, qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Il fallait se lancer évidemment dans les politiques de conjoncturelles, budgétaires, monétaires, mais également dans les réformes. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, et la grande problématique numéro 1 probablement du Maroc, c'est l'éducation. Vous savez combien de fois on l'a abordé sur ce plateau et on continuera à le faire. Non, mais c'est clair. Dans cette séance. Voilà, non, mais c'est clair, c'est tout transversal. Alors, j'aimerais revenir sur le financement. Moi, par rapport à la question de. C'est le moment de vérité, mais pas seulement pour le plan Maroc Vert, mais pour l'ensemble des stratégies sectorielles mises en place. Et justement, c'est ça. C'est en fait cette amplitude de la décélération, c'est-à-dire tomber de 4,5 à des prévisions en 2015. À moins de 2%, peut-être même aux alentours de 1%, ça a permis jusque-là, par exemple, en 2012, de mauvaises campagnes, mais c'était un peu atténué. Avec 2,4%, on a fait avec, il y avait le nouveau gouvernement, il y avait les élections et tout, on n'a pas trop tenu compte. Mais cette année, l'impact de la campagne agricole, en fait, c'est ça, moi, ce qui m'a un peu avec les experts, ce n'est pas que l'impact de la campagne agricole, de la mauvaise campagne agricole, seulement qui a eu un effet sur la croissance. C'est ça le truc. Donc, c'est pas que pour le plan Maroc Vert, pour les autres stratégies aussi, notamment la stratégie,
pour l'accélération industrielle, ça fait qu'un an, la deuxième année, bon, même si depuis 2006, il y a émergence et tout, mais c'est l'ensemble, comme je le disais tantôt, l'ensemble du modèle économique qui montre des signes d'essoufflement, des signes d'alerte. Je suis un peu sceptique sur ce mot vérité. Ça veut dire, tout ce qui se passe, c'est que cette année, cette décélération de l'Union agricole, comme j'ai dit, on la voyait venir. Ce qui se passe, c'est que d'habitude, c'est l'agriculture qui cache, parce qu'on a de bonnes conditions climatiques. Cette année, ça cache pas, on voit, mais c'est pas l'année de la vérité. On voyait un peu les choses venir. Maintenant, j'aimerais peut-être rebondir sur cette question de financement. Alors oui, je voulais y revenir avant de parler de l'inflation, parce que c'est aussi important. Alors le financement, tout à l'heure vous nous disiez, vous avez fait des réunions inédites en mettant en face le patronat et les banques, en disant, alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous nous dites qu'il n'y a pas de projet, mais on est quand même sur un tissu, je le répète encore une fois, où la PME, la TPE et la PME sont quand même là aussi, qui attendent et qui ont un besoin de financement. Et est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire? Est-ce que les banques ont joué le jeu? Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des liquidités. On peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas, selon la formule consacrée, libérer les énergies et que le système bancaire joue un peu le jeu pour essayer justement que ces liquidités servent à créer l'investissement? Tout à fait. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose d'important. Cette problématique de financement des TPME, c'est une problématique récurrente et internationale, partout dans le monde, y compris dans les pays développés. Vous avez cette question, les PME qui se plaignent. Et les PME constituent la principale composante des tissus économiques, pas seulement qu'au Maroc. Même vous prenez l'Italie, c'est la PME. Partout, c'est la PME. Pourquoi c'est une question récurrente? Parce que les PME ne sont jamais satisfaites et de l'autre côté, vous avez les banques. Si vous demandez aux banques, ils vont vous dire, écoutez, moi, on me présente des dossiers qui ne sont pas très transparents. Si vous allez aux PME, on vous dit non, moi je voudrais avoir du financement, etc. C'est une problématique récurrente. D'ailleurs, notre gouverneur avait même fait une présentation sur ça au Parlement le 14 octobre. Donc ça ne sera jamais résolu. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'atténuer. Donc, avec les mesures qu'on... Il y a une mentalité aussi à changer quand même, au niveau des banques. Je vais vous donner un indicateur. Ça veut dire, avec les dispositifs qu'on a actuellement, avec cette discrimination, ce que j'appellerais une discrimination positive envers les PME, qu'adopte la Banque centrale. C'est une mesure non conventionnelle. Si vous regardez le Maroc, quelle est la part des crédits octroyés aux TPME, les très petites et moyennes entreprises, dont le crédit global accordé aux entreprises? Au Maroc, on est aux alentours de 35%. Si vous prenez la région MENA, on est à moins de 10%. Ça veut dire que si vous comparez en termes relatifs, on est le pays où la part des TPME dans le crédit aux entreprises globalement est l'un des plus élevés dans la région. Mais cette problématique, comme j'ai dit tout à l'heure, on continue à trouver des solutions et la problématique continuera. Il ne sera jamais un jour où on dira, écoutez, c'est résolu. Non. Je peux rebondir. Allez-y. Seulement un petit peu pour relativiser ce que disait Sitamati, c'est pour dire que si on compare à la région MENA, le Maroc, c'est l'économie la plus diversifiée de la région MENA. Donc c'est pourquoi nous avons un tissu productif où 95% de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Donc c'est pourquoi, et d'ailleurs si on veut, parce que nous sommes maintenant dans une situation où on doit aller vers une transformation du tissu productif économique marocain. Et la transformation de l'économie ne peut passer que par les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il faut une politique qui soutient les petites et moyennes entreprises. Parce que c'est là. De quelle manière? On avait fait une émission pour parler des PME, mais par le financement. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais revenir au financement. Mais pas seulement par le financement. Non, surtout le financement, parce qu'une petite moyenne entreprise, pour qu'il grandisse et qu'il peut devenir une grande entreprise par la suite, il faut la soutenir dans un départ. Et il faut qu'elle soit connectée au reste de l'économie aussi. Mais bien sûr. Tout à l'heure. Voilà. Et le financement, c'est un grand problème. Donc c'est le grand problème pour les petites et moyennes entreprises, c'est le financement. Donc c'est pourquoi on doit trouver des solutions pour essayer de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est ça le problème. Justement le problème qui se pose au niveau du secteur industriel, c'est-à-dire aujourd'hui. En réalité, dans le commerce mondial, la dynamique du commerce mondial, c'est pas la richesse, on le sait, c'est la création des entreprises, mais c'est plutôt le gain de productivité qui manque. En fait, au-delà du financement, parce qu'une entreprise, elle a ses raisons pour demander du crédit à la banque aussi a des raisons pour accepter ou ne pas accepter. Ça, on sera toujours dans le problème, chacun a raison, l'autre des tiraillements. Maintenant, c'est au niveau de l'activité. Par exemple, aujourd'hui, il y a les métiers mondiaux. Mais quel est le taux d'intégration des PME marocaines dans cette stratégie? C'est-à-dire au-delà de tous les plans, de tous les investisseurs internationaux. C'est la fameuse politique des écosystèmes. Ça, c'est une politique, c'est une stratégie. Mais réellement, quel est le taux d'intégration des PME marocaines?
est-ce qu'ils sont réellement intégrés pour étendre leurs activités et par ricochet demander plus de crédit et se développer à l'international? C'est ça aussi une problématique. Ça serait le pilier d'une croissance plus forte, réellement, les PME. Mais j'aimerais revenir sur cette histoire de PME parce que la Banque centrale est très sensible à ce segment particulièrement fragile dans les conjonctures difficiles. D'abord, la Banque centrale a commencé déjà bien avant, mais en 2007, nous avons entamé des tournées régionales. On a organisé une en 2007, une en 2011 et en 2014. On a vu à chaque tournée près de 2000 entreprises. Et c'est des tournées qui sont organisées avec le système bancaire, avec la Caisse centrale de garantie, avec les représentants des entreprises, etc. Pour voir quel est le problème. Donc, c'est à partir de ça que la banque a commencé à concevoir ce genre de solution dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je n'en ai pas parlé du tout parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Par exemple, il y a un observatoire. L'un des enseignements de ces tournées, c'est que les entreprises se plaignent de manque d'informations. Donc, la Banque centrale travaille actuellement avec ses partenaires pour mettre en place un observatoire de la TPME, de la très petite et moyenne entreprise, dans le sens d'abord de comprendre, mais aussi d'informer. Deuxièmement, il y a les enquêtes que réalisent certains organismes internationaux. Il y a la Banque mondiale, il y a par exemple la Banque européenne d'investissement. Qu'est-ce qui se dégage de ces enquêtes, par exemple? Quel est l'ennemi numéro 1 des TPME? Ce n'est pas le financement, c'est l'informel. Quand vous posez quel est le problème numéro 1, en général, c'est l'informel qu'on a au départ. Ils se plaignent de l'informel. C'est ça l'ennemi numéro 1 maintenant. Parce que vous avez une entreprise qui est un peu fragile, qui est à la limite... L'informel n'est pas l'ennemi de la croissance, on l'a bien montré tout à l'heure. Oui, mais c'est pas la bonne croissance, c'est pas avec la croissance. Voilà, donc, on parle des chiffres, ouais. Quand vous êtes une TPME, à peine vous arrivez à rentabiliser votre production, vous avez un secteur informel qui vous fait de la concurrence. Évidemment, c'est ça ce qui fait mal aux TPME. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a et la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc, c'est le rôle de la fiscalité. Donc, le rôle de la fiscalité, c'est l'orientation, c'est la réallocation des facteurs de production, en particulier le financement. Donc, si on donne, par exemple, maintenant des dépenses fiscales, donc, par exemple, dans le bâtiment, donc maintenant, ça atteint plus que 30 milliards de dirhams. Donc, vous voyez, la politique fiscale, ça joue. Donc, si on veut développer l'industrie marocaine, c'est aussi essayer de faire de telle sorte que aussi on doit faire un soutien pour... Donc parce que l'industrialisation du pays, ça ne va pas se faire comme ça sans qu'il y ait une intervention de l'État pour soutenir le tissu productif, en particulier les petites et moyennes entreprises, parce que ce sont elles qui sont créatrices de la richesse et de l'emploi. On doit le savoir. Maintenant, parce qu'on a besoin de créer de l'emploi. Si on est maintenant en train d'investir dans le capital humain et avec un chômage qui est très élevé des diplômés, c'est dans la petite et moyenne entreprise qu'on va créer de l'emploi. Donc, ce n'est pas dans les grandes entreprises. Si on parlait tout à l'heure des exportations, en particulier, par exemple, des secteurs, des nouveaux métiers comme l'automobile, qui croît à 2 chiffres, alors que le tissu industriel, la valeur ajoutée globale ne croît pas, ça veut dire qu'il y a un problème de relais entre ces secteurs-là et le reste des secteurs. Ça veut dire, et qui va faire ce relais? Ce sont les petites et moyennes entreprises. Si on parle maintenant des écosystèmes, les écosystèmes vont être développés par les petites et moyennes entreprises. Donc c'est là, moi, je dis qu'il y a la politique budgétaire et il y a la politique monétaire. Donc la politique budgétaire, la politique monétaire dans le sens on doit faciliter l'accès au financement parce que c'est le problème numéro 1. Ça, c'est sûr. Pas seulement l'informel. Est-ce que c'est le financement, je veux dire le financement sec? Je veux dire, en gros, on sait qu'on manque d'innovation, on parle d'industrialisation, on sait on transforme très peu puisqu'on parle de valeur ajoutée. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un rôle qu'on se disait, plus de risques de la part des banques, de rentrer dans les projets pour favoriser l'innovation? Est-ce que, vous me disiez tout à l'heure, il y a peut-être un problème de mentalité en termes de financement. Est-ce qu'il faut changer de mécanisme pour justement avoir ces relais de croissance au sein des PME, PMI, ou sinon on restera toujours à financer Moi, je vais vous dire une chose. Une banque, son gagne-pain, comme on dit, sa principale activité, c'est quoi? C'est le crédit. Une banque ne peut pas s'empêcher de donner le crédit. S'il s'empêche de le donner, je ne défends pas les banques. Nous, à la Banque centrale, nous sommes au milieu. Ce qui nous importe, c'est d'assurer un financement adéquat de l'économie. Il ne faut ni trop, ni très peu. Une banque, son gain-pain, c'est de donner le crédit. Pourquoi une banque va s'empêcher de donner le crédit? Sauf s'ils voient un risque énorme. À la Banque centrale, c'est un compromis qu'il faut trouver. Parce que vous avez d'un côté... Vous avez toutes les règles de BAL 1, BAL 2, BAL 3 qu'il faut respecter. Et vous avez d'un autre côté une
tendance à demander aux gens de lâcher pour financer. Mais vous devez savoir une chose. Si vous regardez les dernières crises internationales, depuis les années 90, ça vient d'où? Ça vient du système financier. Il faut faire attention. Lâchez le crédit. Même maintenant au Maroc, on a quelques problèmes. Si vous regardez, il y a certains grands emprunteurs qui ont des problèmes. Si ça se répète, ça peut bousculer le système bancaire. Donc c'est un compromis à trouver, et c'est un compromis très fin entre la prudence telle que demandée par les règles de Bâle III et toutes les institutions internationales, et assurer un financement adéquat de l'économie. Et ça, c'est pas évident. Donc, les banques, s'ils ne veulent pas y aller, c'est parce qu'ils voient qu'il y a un risque énorme. Je vous posais la question avant dans l'émission, je vous demandais, on disait on a un système bancaire solide, heureusement, et c'est reconnu sur le plan international, mais est-ce qu'il est aussi frileux? C'est-à-dire, vous me dites non, il n'y a pas de projet à financer, mais en gros, est-ce qu'aussi on n'est pas trop, en termes de règles prudentielles, on est un peu... C'est deux questions dans votre question. D'abord, est-ce qu'on a un système résilient ou solide? Oui. Il y a une évaluation qui a été faite par le FMI et la Banque mondiale, ce qu'on appelle un programme d'évaluation du système financier du Maroc en entier, et la conclusion était que nous avons un système résilient. Maintenant, est-ce que les banques, est-ce que c'est frileux? Je ne pense pas. J'étais ce matin avec des banques. Vous savez, il y a un banquier qui me dit, écoutez, on donne des crédits à peu près 5% à taux fixe sur 25 ans. Est-ce que ça c'est pas du risque? Moi, je lui dis, écoutez, moi, ce que vous faites, je suis pas très content. Donner un crédit à taux fixe. Mais ça finance de la consommation. Ça finance l'immobilier, mais écoutez, ça veut dire, si la banque est amenée à donner à ce taux... Ça finance pas la production. Non, mais je vous dire une chose. Nous avons, comme j'avais dit au départ, les taux d'intérêt les plus bas historiquement. On n'a jamais atteint ces taux d'intérêt. Et vous donnez à taux fixe dans 25 ans. Ça veut dire, vous supposez que le taux ne va pas augmenter d'ici 25 ans, ce qui est énorme. Quand il y a un dossier solide ou un dossier qui ne présente pas beaucoup de risques, croyez-moi, il y a une concurrence féroce entre les banques pour le financer. Oui, ça se voit même maintenant, même pour le financement des PME, les banques... mais je crois... Donc c'est à cause de vous que c'est aussi dur de négocier son crédit immobilier en ce moment? La prochaine fois, je penserai à vous. S'agissant de la prudence, on ne peut jamais faire trop. Surtout quand on a vu comment le dérèglement du système financier dans les autres pays a provoqué tout l'effet d'entraînement sur l'économie, sur le contexte social et même politique dans certains pays. Maintenant, c'est ça le problème. À la Banque centrale, ils disent que la réunion du gouverneur a imaginé, on est arrivé à un moment où c'est le gouverneur de la Banque centrale qui réunit les banques et les opérateurs privés pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le HCP a plaidé pour une coordination de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Lorsqu'on dit que l'État est interpellé. Parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent, chacun joue sa partition. L'année passée, c'était pourquoi la Banque centrale ne baisse pas son taux débiteur, tout non. Le gouvernement de la Banque centrale est trop corrélé à l'inflation. C'est la politique de la Banque centrale. Maintenant, on revient à la coordination de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Et entre-temps, en attendant que la politique fiscale ou budgétaire prenne le relais, il y a la politique monétaire qui est en place. Je ne pense pas qu'on doit s'attendre aussi à voir dans les médias des changements de sémantique. Finalement, la banque a baissé encore son taux ou l'a relevé. Mais qu'est-ce qui vient de la politique budgétaire? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est ça la question. Comment coordonner ça? Surtout les opérateurs. Quand vous parlez avec les opérateurs, même les banquiers, c'est ça. Ils attendent avec cette embellie, ces perspectives, au-delà de l'impact de la crise agricole sur la croissance. Mais ils vous disent, bon, maintenant qu'on a fait 4 ans de programme avec le FMI, qu'on a les équilibres macroéconomiques sains, qu'on a réduit le déficit du jumeau, et qu'il y a une embellie, une détente sur les marchés internationaux, mais que fait le gouvernement? Qui fait l'État? Bon, voilà, c'est une bonne question et c'est la question que vous avez posée aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui qu'on pose sur... J'aimerais parler de l'inflation, quand même, pour qu'on ait... Alors, je vais citer Sidi Hnimi encore une fois, qui est contre la maîtrise de l'inflation à un niveau bas,
quelles seraient les conséquences d'une inflation à un taux plus élevé? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, je cite Salah Halimi qui a dit que ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre d'avoir un taux d'inflation maîtrisé à 1,3 ou 1,5% tout le temps. Et il rajoute, un tel taux est enregistré chez les économies très développées et dont la maturité économique est à son paroxysme, et ce n'est pas notre cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Si on voit les pays émergents et les pays dans notre niveau, la moyenne de l'inflation, ça tourne autour de 6%. Et lorsqu'on voit les pays développés, leur inflation, ça tourne autour de 2%, moins de 2%. Pourquoi? Parce que les pays développés, ils ont atteint un niveau de maturité, ce qu'on appelle en économie l'état stationnaire, et le steady state. Ça veut dire qu'ils ont développé l'économie, donc ils n'ont pas besoin d'aller avec une vitesse très supérieure. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un état où leur économie, parce que lorsqu'on prend un PIB des États-Unis ou bien de l'Union européenne, donc si elle croît de 1% ou 0,5%, c'est vraiment très énorme. Donc pour nous, nous avons encore besoin d'une dynamique de croissance économique et avec une dynamique aussi de l'inflation. Parce que pour un investisseur, donc comment il va courir le risque s'il voit que les prix n'augmentent pas à une vitesse qui est très supérieure? Vous voyez, donc si on opte pour une inflation qui est faible, en même temps on va opter pour une croissance qui est très faible. Si maintenant nous avons convergé vers un équilibre bas. Nous sommes maintenant dans un équilibre où il y a, on a atteint la question de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire qu'en gros l'inflation joue aussi sur la consommation des ménages. Et puis parce que non, on a essayé, donc j'ai pas fini, parce que nous on a essayé c'est comme si démontrer de renforcer le pouvoir d'achat des ménages par une inflation qui est faible. Mais le pouvoir d'achat des ménages, ça se renforce par le revenu, avant que l'inflation impacte leur pouvoir d'achat. Si un ménage il a un revenu qui est nul, même si votre inflation est à zéro, donc son pouvoir d'achat, ça ne va pas s'améliorer. Donc ça veut dire qu'il faut améliorer le revenu et peut voir l'inflation. Donc l'inflation, au fait, ça ne reflète pas au fait en quelque sorte le déséquilibre de l'économie. Mais l'inflation, ça reflète la dynamique de l'économie. Donc l'inflation, s'il y a une économie qui se réchauffe, ça veut dire qu'il y a une grande dynamique dans l'économie. Et c'est là où la politique monétaire intervient pour essayer un petit peu de décélérer l'économie lorsqu'il y a un réchauffement de l'économie. Mais si on maintient une inflation qui est très faible, nous sommes en train de basculer vers un équilibre qui est très bas. Donc l'économie va aller avec une vitesse qui est très, très basse. Mais moi d'abord, j'ai entendu ce message quelques fois. Moi d'abord, ça m'étonne. Je n'ai jamais vu, ni dans la théorie économique, ni dans la pratique, qu'il faut faire de l'inflation pour faire de la croissance. Ça n'existe nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'inflation, pas faire de la croissance? Prenez le cas du Brésil. À combien est l'inflation au Brésil? Mais surtout, il y a un bouton inflation, on se dit qu'on a oui, mais de l'inflation. Au Brésil, il y a de l'inflation, à volonté, plus de 10%. Oui. À combien on est en croissance? On est en récession au Brésil, on est en moins 4%. Prenez le cas de la Russie, prenez le cas de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas l'inflation qui fait la croissance. Au Maroc, on n'a pas de problème d'inflation. Nous, à la Banque centrale, on dit qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les baisses de taux qu'on a opérées, les baisses dont je parlais tout à l'heure, ce n'était pas pour freiner l'inflation. C'est parce que l'inflation, il n'y en a pas, on dit qu'on a des marges, qu'on est à des taux historiquement bas. Et puis, dans ces pays-là où l'inflation est élevée, ce n'est pas ça qui génère la croissance. Mais vous avez aussi des taux d'intérêt. Prenez le Ghana, par exemple. On est à 26%. Non, c'est un faux jeu. C'est pas ça qui fait la... On peut pas entre la Banque centrale, justement là où le gouverneur de la Banque centrale a été depuis des années indexé par rapport à, cette fixation sur l'inflation. Surtout que l'année passée, en fait, il y a des experts qui ont commencé à dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette inflation marocaine qu'on dit maîtrisée? Aujourd'hui, elle est à un taux des plus bas au monde. Mais l'année passée, il y avait eu le début de mise en œuvre progressive de la décompensation. Pourtant, ça ne s'est pas ressenti. Exact. Ça veut dire que l'inflation... Pour finir, c'est dire que le débat ne finira jamais. Et c'est justement là où on appelle à la coordination de politique. Non, heureusement, l'inflation, avec la décompensation, n'a pas impacté l'inflation parce qu'il y a une baisse des prix du pétrole. Donc, parce que nous, avec nos estimations qu'on avait fait avant... Donc, il y avait une baisse des prix du pétrole. L'inflation, ça devrait augmenter de 2 à 3% plus. Mais il y avait une baisse des prix du pétrole. Donc, c'est pourquoi l'inflation, on ne va pas importer de l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation importée. Vous voyez? Donc, en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on n'a rien fait. Donc, il y a une baisse
de l'inflation importée, il y a en même temps une baisse des crédits à l'économie pour réchauffer l'économie, pour accroître l'inflation. Donc l'inflation, en fait, ça devient un résultat de la dynamique, ça reflète la dynamique. Donc pour dire systématique que l'inflation, c'est pas l'inflation qui crée l'économie, mais qui crée la croissance, mais l'inflation, ça vous montre est-ce que votre économie elle est dynamique ou ça réchauffe. C'est un indicateur. Non, moi, je vais vous dire une chose. Ce que dit Sirla, je suis d'accord sur une chose. C'est la croissance qui fait de l'inflation. Et donc, s'il y a de l'inflation, Banque centrale, on a pour objectif stabilité des prix, mais pas que ça. Donc, il faut qu'on s'assure que l'inflation... Mais on n'est pas dans cette situation. Il n'y a pas de croissance pour qu'elle crée de l'inflation. Comme je dis, ça finira jamais. Non, mais c'est ce que je disais. Non, mais s'il vous plaît, c'est l'œuf et la poule. Ce que je disais. La problématique est au niveau de... On laisse finir cette moitié. Exactement. Si vous regardez dans nos communiqués de presse, les dernières réunions, on dit qu'il n'y a pas... L'inflation nous donne une marge. On dit pas qu'on est en train de maintenir l'inflation, mais pas du tout. Il n'y a pas d'inflation parce qu'il n'y a pas de croissance. Nous non plus, maintenant, il y avait même un moment où les gens parlaient de désinflation, les gens parlaient de déflation. Et ça, c'est encore pire. Vous savez, le Japon, depuis les années 80, il lutte contre la déflation. Il n'arrive pas. D'ailleurs, les banques centrales savent mieux comment lutter contre l'inflation que lutter contre la déflation. Dans la zone euro... La désinflation, c'est la baisse de l'inflation. La déflation, c'est la baisse des prix. La désinflation, c'est quand on s'approche zéro et puis on est dans des baisses de... Vous savez ce que je veux dire ? Ça, c'est très mauvais. Et donc, le problème qu'on a maintenant, si vous permettez, parce que j'ai entendu ça à plusieurs reprises, au Maroc maintenant, il n'y a pas d'inflation qu'on est en train de retenir. Il n'y a pas de croissance pour faire de l'inflation. Il n'y a pas de demande pour faire de l'inflation. Vous avez des taux de chômage sur le marché de l'emploi qui sont très élevés. Vous avez une croissance qui est très faible. D'où voulez-vous que l'inflation vienne ? Si là, on va dire, écoutez, là, l'inflation mais elle ne nous inquiète pas maintenant. Si vous regardez nos prévisions, par exemple, qu'on a annoncées, bon, pour 2015, on était à 1,6, on s'attend à 1,5% pour 2016, et même au-delà de 2017, probablement qu'on s'approchera des 2%. Ce n'est pas l'enjeu. La croissance, la demande n'est pas là pour créer de l'inflation. Notre souci maintenant, on focalise beaucoup plus sur d'assurer un financement adéquat comme contribution à la croissance économique. Aboubacar. Parce qu'en fait, la problématique, c'est à la mission même de la Banque centrale. Le débat s'est posé même au Parlement. Là, tout à fait d'accord. Le débat va continuer tant que ce rôle de stabilité des prix, donc de maîtrise de l'inflation, ne sera pas revu. Ça part tout dans le monde. C'est pas question de revoir. Mais si la Banque centrale a cette mission, c'est normal que le gouverneur de la Banque centrale ait cette fixation. Parce que le débat ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours... Et je crois que la Banque centrale, un certain temps même, on disait qu'ils ne sont pas là pour créer de la croissance et de l'emploi. C'est-à-dire, c'est pas, mais plutôt la maîtrise de l'inflation. Voilà, donc je commencerai par ce qu'a dit Scapini, pour dire que je ne suis pas tout d'accord avec cet outil, pour dire que l'inflation, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la croissance qu'il n'y a pas de l'inflation. Non, parce que l'inflation, d'ailleurs même dans la théorie économique, l'inflation, ça amène de quoi? L'inflation, ça reflète la vitesse d'accélération de la monnaie. Okay? Donc s'il n'y a pas de crédit, donc les crédits ne croient pas, c'est pourquoi il n'y a pas d'inflation. Oui, donc on injecte. Voilà, donc voilà. C'est tout à fait normal. Donc ça veut pas dire. Donc il n'y a pas de crédit. Donc c'est pourquoi l'inflation n'augmente pas. Vous voyez, donc c'est pourquoi la politique monétaire, donc elle ne fait pas de telle sorte qu'il y ait une augmentation des crédits pour qu'il y ait une dynamique de l'économie et par la suite il y aurait de l'inflation. Donc c'est comme si la politique monétaire, au fait, il essaie de maîtriser l'inflation à travers la maîtrise donc des crédits. Oui, donc c'est comme si les responsables... Alors, s'il vous plaît, il nous reste vraiment une minute, et vous m'avez devancé. J'aurais voulu parler de la fiscalité, on n'a pas le temps, mais on a ces prévisions qui ont été faites pour cette année-là, puisqu'il nous reste une minute. On a pris en considération un prix du baril de pétrole qu'on a estimé, qu'on a prévu stable, en tout cas aux alentours des bas niveaux qu'on a eus. Qu'est-ce qui se passe si le pétrole flambe cette année ? Est-ce qu'on a prévu ça? Est-ce que ça va impacter de manière significative le taux de croissance qui est annoncé? Non, pour revenir donc à cette baisse au fait, des prix du baril, pour dire que si jamais il y a une augmentation, donc, même si nous on prévoit donc un prix de baril à $42 pour 2016, mais si jamais il y a une augmentation qui est très grande pour l'impact, donc le premier impact, ça va être sur la balance des paiements. Donc ça veut dire que cette année, on a une baisse de la balance des paiements, ou bien des comptes courants de la balance des paiements, parce que la facture énergétique, elle a beaucoup baissé. La même chose, on peut même revenir donc à une augmentation
des subventions des produits pétroliers. Donc on peut même revenir à ça. Et à ce moment-là, donc il y aurait aussi une dégradation des déficits budgétaires. Et à ce moment-là même, est-ce qu'il y aura un impact sur l'inflation? Parce que même la politique budgétaire, dans le sens où il y avait une subvention des prix énergétiques, pour maintenir le taux d'inflation à un niveau bas. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi je disais qu'il y a en quelque sorte un mixage entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc la maîtrise de l'inflation et la maîtrise du déficit budgétaire, ça va nous ramener à une inflation qui est bas, ça va nous ramener à un équilibre qui est bas et un taux de croissance économique qui est bas. Voilà, bon, inquiétant tout ça, je sais pas, on va essayer d'aller dormir tranquille, au lieu de réfléchir à ça. Parlant de la croissance, je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV, merci d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter ce sujet. Je pense qu'on aura besoin de faire une autre émission là-dessus, bien sûr, en cours d'année. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs et on se retrouve demain.